Waouh! Des savants sont parvenus à réaliser une téléportation quantique. Et vous vous imaginez sans doute qu'un jour, vous pourriez vous retrouver sur une plage aux Maldives en une demi-seconde, en partant directement d'un village enneigé de Finlande. Pensez aux économies sur les billets d'avion. Mais minute, papillon, ne vous emballez pas trop. Les scientifiques n'ont réussi à transférer qu'un fragment d'information quantique d'un ordinateur quantique à un autre. La distance entre eux était de 2 mètres, mais cette information s'est déplacée comme si elle ne subissait aucune distance. Comprendre ce phénomène n'est pas simple. Pour y parvenir, nous allons faire appel à l'ordinateur le plus puissant de l'univers, votre cerveau. Ainsi, des chercheurs d'Oxford ont appris à téléporter de l'information quantique. Les informations classiques se composent de bits, tandis que les informations quantiques utilisent des qubits. La différence est cruciale. Imaginez un petit interrupteur. Lorsqu'il est éteint, il signifie 0. Lorsqu'il est allumé, il signifie 1. Un ordinateur classique fonctionne avec ce type d'information. Les qubits représentent simultanément 0 et 1. Autrement dit, jusqu'à ce que vous observiez l'interrupteur, vous ignorez son état. Il est donc en superposition. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'il prend la valeur 0 ou 1. Un ordinateur quantique manipule ainsi des qubits en superposition. Avant toute mesure, un qubit occupe toutes les positions à la fois, et après mesure, il révèle 0 ou 1. Cette propriété exceptionnelle permet aux ordinateurs quantiques d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Dans le monde quantique, passer un examen reviendrait à réaliser toutes les tâches simultanément, et non l'une après l'autre. C'est la première notion à retenir pour comprendre la téléportation quantique. La seconde notion est celle de l'intrication. Les scientifiques prennent 2 particules et les intriquent ensemble, ce qui les relie de manière indissociable. Ainsi, toute action exercée sur l'une se répercute instantanément sur l'autre. Imaginez que vous possédiez 2 stylos, l'un bleu et l'autre rouge. Vous placez chaque stylo dans une boîte distincte. Vous ignorez laquelle contient le stylo rouge ou bleu, puisque le couvercle fermé vous en cache la vue. Dans l'une des boîtes, le stylo peut exister simultanément en rouge et en bleu, à la manière du célèbre chat de Schrödinger. Ensuite, vous transportez une boîte jusqu'à la jungle amazonienne, tandis que la seconde est envoyée au sommet de l'Everest. Lorsque vous ouvrez la boîte dans la jungle et découvrez le stylo bleu, il devient immédiatement évident que celui se trouvant sur l'Everest est rouge. C'est exactement le phénomène observé avec les particules intriquées. Si, par exemple, l'une des particules à une extrémité de la galaxie devient rouge, sa jumelle à l'autre extrémité réagit instantanément et se colore de bleu, comme si la distance n'existait pas. Ces particules jumelles se perçoivent et réagissent sans délai. Le transfert d'un état quantique d'une particule à une autre est ce que l'on nomme téléportation quantique. Cependant, les scientifiques en ont conscience depuis longtemps. Alors, qu'ont-ils donc découvert de nouveau? Ils ont utilisé la téléportation quantique pour faire fonctionner un superordinateur. Les ordinateurs traditionnels communiquent via des câbles, le Wi-Fi ou un réseau local, permettant un transfert rapide de l'information, mais il ne s'agit là que d'un mouvement classique des données. Chaque bit transmis possède une vitesse déterminée, contrairement à la téléportation. Désormais, grâce à cette technologie quantique, il devient possible de téléporter l'information plutôt que de la transmettre. Les ordinateurs quantiques demeurent aujourd'hui très fragiles et volumineux. Le moindre geste maladroit peut les endommager. Grâce à la téléportation quantique, leurs composants peuvent être reliés pour former un superordinateur puissant, même lorsque ces éléments sont physiquement éloignés. Jusqu'à présent, la distance atteinte est de 2 mètres, mais les expérimentations se poursuivent. Nous comprenons donc que 2 particules réagissent comme si la distance n'existait pas. Mais qu'est-ce qui est réellement téléporté dans un ordinateur? Il faut solliciter davantage notre réflexion. Une particule se trouve en superposition, c'est-à-dire qu'elle peut simultanément adopter tous les états possibles jusqu'au moment où l'on observe sa condition, à l'image de cette boîte contenant le stylo sur l'Everest. Voici comment les chercheurs ont procédé. Imaginez que vous possédiez une particule lumineuse, le photon A, que vous souhaitez téléporter. Vous disposez également des photons B et C, déjà intriqués. Le photon B se situe sur le premier ordinateur et le photon C sur le second. Rappelez-vous que les photons réagissent l'un à l'autre. Mesurer ou observer l'un entraîne une réaction immédiate de l'autre, qui adopte instantanément l'état correspondant. Vous ne les observez pas pour l'instant, mais gardez cette interaction à l'esprit. Ensuite, vous prenez les photons A et B et les soumettez à une interaction mutuelle.
Cette interaction est mesurée à l'aide d'un dispositif spécial. Après cette opération, vous observez le photon A, qui perd alors sa superposition et voit disparaître sa propriété magique. Les informations concernant l'interaction entre les photons A et B sont ensuite transmises à un autre ordinateur. Le photon C reçoit ces données et adopte la configuration exacte du photon A. Le photon A original cesse d'exister, tandis que le photon C prend sa place. D'accord. Mais comment les chercheurs parviennent-ils à entrelacer des particules? Et que signifie faire interagir le photon A avec le photon B? Pour créer l'intrication, ils utilisent des cristaux particuliers et des technologies complexes. Des procédés scientifiques servent également à provoquer l'interaction entre les photons A et B. Toutefois, ne surchargeons pas notre cerveau avec tous ces détails. Il est temps de récapituler. Voici un résumé concis de ce qui s'est déroulé. Le photon A est celui que l'on souhaite téléporter. Les photons B et C sont préalablement intriqués, comme des jumeaux inséparables. Les photons A et B interagissent, puis nous lisons A. Ces informations sont transmises au photon C. Il devient alors la réplique exacte du photon A, lequel disparaît. En 2002, des scientifiques ont réussi à téléporter un faisceau laser de cette manière. En 2006, ils ont transféré les informations d'un laser vers un nuage d'atomes. N'insistez pas, cela paraît déjà extrêmement complexe. Puis, en 2012, ils ont réussi à téléporter un photon d'un bout à l'autre de la ville. Aujourd'hui, les chercheurs sont même parvenus à téléporter l'état quantique d'un qubit entre deux ordinateurs. Si cette technologie continue de progresser, il sera possible de remplacer des composants à l'intérieur des ordinateurs, sans avoir à les démonter. Par exemple, si un processeur d'un ordinateur quantique présente un dysfonctionnement, il ne sera plus nécessaire de démonter l'appareil, d'en extraire le processeur, de le remplacer, puis de remonter l'ensemble. Grâce à la téléportation quantique, le composant défectueux pourrait être remplacé instantanément à l'intérieur de l'ordinateur. Tout cela semble bien complexe, mais la grande question demeure. Pourra-t-on un jour téléporter des êtres humains? Plusieurs obstacles subsistent. Un être humain est infiniment plus complexe qu'une particule unique, puisque chaque individu est constitué de billions de particules. Par ailleurs, un modèle de téléportation quantique appliqué à l'humain s'illustrerait ainsi. Chaque particule de chaque atome, au sein de chaque molécule de votre corps, serait mesurée dans les Alpes. Toutes ces données seraient ensuite transmises aux pyramides de Gizeh. Là, sur la base de ces informations, votre double se matérialiserait, tandis que votre corps originel dans les Alpes serait détruit. Visuellement, il s'agit bien de téléportation. Vous disparaissez d'un lieu et votre copie identique apparaît ailleurs. Toutefois, le moment où votre original est détruit demeure quelque peu préoccupant, n'est-ce pas? Nos souvenirs, nos réactions à certains événements, nos modes de pensée, nos sentiments, nos expériences, tout cela réside-t-il également dans des particules subatomiques? Si nous nous observons à travers le prisme du monde quantique, ne verrons-nous que notre corps physique? Et qu'en est-il de notre psyché? Peut-on l'assimiler au monde des particules, ou relève-t-elle d'une nature totalement différente? Dans ce cas, la téléportation qui détruit l'original et fait apparaître une copie ailleurs ne fonctionnerait pas vraiment. Certes, un double pourrait se téléporter, mais serait-ce réellement vous? Et comment être certain qu'aucune partie de votre être ne se perde lors du transfert? Que se passerait-il si vous perdiez encore un fragment de vous-même lors de la téléportation suivante? En 2017, des scientifiques chinois ont réalisé ce qui semblait impossible. Ils ont réussi à téléporter une particule de lumière, et pas seulement sur quelques centimètres, mais depuis la Terre jusqu'à un satellite qui se trouve à 500 km de distance dans l'espace. Téléporter un photon ne vous semble pas si impressionnant que cela? C'était pourtant un grand moment historique pour la mécanique quantique et la technologie spatiale. Certes, nous n'envoyons pas encore des gens à travers l'espace intersidéral comme dans Star Trek, mais c'est un premier pas. Le satellite, qui est aujourd'hui très célèbre, porte le nom de Micius. Il est équipé d'une technologie spéciale qui lui permet de recevoir et de lire l'état quantique de la particule téléportée. Cela fait de Micius le premier endroit dans l'univers avec lequel notre planète possède un lien quantique. Alors, quelle est la prochaine étape? L'expérience a dû être menée dans un environnement extrêmement contrôlé, dans la paix et le silence absolu. Il n'est donc pas étonnant que les chercheurs se soient rendus au Tibet. La station terrestre de la préfecture de Ngari se trouve à plus de 4 km au-dessus du niveau de la mer, soit environ la moitié de la hauteur du mont Everest. À de telles altitudes, l'air est remarquablement pur.
il n'y a pas une seule petite particule de poussière pour perturber la téléportation. Cette technologie de téléportation repose sur des théories extraordinairement complexes, notamment celle de Stephen Hawking. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas de téléportation traditionnelle, la technique que nous avons l'habitude d'imaginer. Ici, les choses fonctionnent grâce à un concept étrange qu'on appelle l'intrication quantique. En gros, cela signifie que deux particules, par exemple des photons, peuvent être liées. Si vous modifiez quelque chose sur l'une, l'autre se voit elle aussi instantanément modifiée, peu importe la distance qui les sépare. Même s'il y a un univers entier entre elles ressentiront immédiatement les changements effectués sur l'autre. Et ce n'est pas encore ce qu'il y a de plus fou. Tous les électrons, photons et atomes ont leur propre état quantique. Celui-ci comporte toutes les informations qui les concernent. Par exemple, leurs propriétés, leur position et leur énergie. Les scientifiques peuvent lire ces informations afin de connaître telle ou telle particule. Et pour une raison folle et inexplicable, dès que nous apprenons quelque chose sur une particule intriquée, son autre adopte les mêmes propriétés. Imaginez un frère et une sœur vivant dans des villes différentes. Dès que vous faites connaissance avec le frère, la sœur devient soudainement sa jumelle. Étrange analogie, mais vous voyez ce que je veux dire. Rien ne s'est déplacé entre ces particules. Elles n'ont échangé aucune information entre elles. Elles savent simplement que nous savons. C'est comme si elles avaient un lien étrange et invisible que rien ne peut briser. Cette idée a vraiment perturbé Albert Einstein à son époque, car il croyait que rien ne pouvait voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Mais cette communication se produisait plus rapidement. Einstein a nommé ça « action fantomatique à distance ». Quoi qu'il en soit, voici comment les scientifiques chinois ont réussi leur expérience. Tout d'abord, ils ont intriqué, ou lié, des paires de photons dans un laboratoire situé sur Terre. Ils ont gardé un photon de chaque paire au sol et ont transmis l'autre à Micius en utilisant un système optique de haute précision. Et un instrument sur le satellite l'a capté. Après cela, ils ont lu les informations concernant les deux photons, celui sur Terre et celui dans l'espace. Et vous l'avez deviné, celui de l'espace s'est immédiatement mis à copier celui qui était sur Terre. Donc, en lisant les informations concernant une particule à un endroit A, nous transférons son état à un endroit B via ce lien quantique invisible. Ce qui signifie que la téléportation réelle et concrète ne consiste pas à se déplacer de la Terre à l'espace, mais à créer une copie quantique complète dans un autre endroit. N'est-ce pas fou? C'est même assez terrifiant. Et cela soulève de nombreuses questions. Imaginez un vieux navire. Il est tellement chéri qu'avec le temps, à mesure que ses pièces s'usent, chacune d'elles est remplacée par une nouvelle, une copie exacte de l'original. Après de nombreuses années, chaque pièce et chaque clou du navire ont été remplacés par leur copie identique. Maintenant, une question amusante se pose. Ce beau navire est-il toujours celui que vous aviez au départ, ou est-il totalement nouveau? Cette célèbre énigme philosophique s'appelle le navire de Thésée. Comme vous le comprenez aisément, nous pouvons poser la même question au sujet de photons et de personnes. Alors, grâce à cette technologie chinoise, nous allons maintenant vous téléporter de la Terre jusqu'à Mars. Chaque partie de vous, chaque particule, est parfaitement recréée sur la planète rouge à l'aide de l'information quantique envoyée à travers l'espace. Mais alors, êtes-vous toujours, vous, sur Mars? C'est une question délicate. Vos deux « vous » se percevraient eux-mêmes comme la vraie version. Voici quelques options possibles. Option 1. Non, il ne s'agit pas de vous, car nous n'avons transféré que des informations à votre sujet, et non les atomes physiques qui vous composent réellement. Le navire original a toujours été le vrai navire, car ces particules n'ont jamais changé. Mais d'un autre côté, certes les atomes sont différents, mais cette personne pense littéralement comme vous, et se souvient de tout ce dont vous vous souvenez. D'un point de vue quantique, si vous partagez la même information, vous êtes littéralement indiscernable. Donc les deux navires sont tous deux vrais. La dernière option, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'atomes ou de conscience, mais de votre expérience de vie. Vous êtes toujours dans le laboratoire, en train de discuter avec des scientifiques, tandis que votre autre profite maintenant du coucher de soleil martien. Peu importe à quel point vous vous ressemblez, c'est votre histoire et votre vie qui font que vous êtes vous-même. Voilà vraiment ce qu'on appelle un casse-tête philosophique. Mais revenons à la réalité. Comment cette téléportation peut-elle changer notre vie? L'une des choses les plus fascinantes, c'est l'Internet quantique, qui s'étendra sur la planète entière. L'Internet est essentiellement une autoroute géante où les informations circulent d'avant en arrière, comme des voitures.
Mais il faut encore un certain temps pour que les particules de lumière voyagent de leur serveur à votre téléphone ou votre PC. Maintenant, imaginez un monde où toutes ces données apparaîtraient instantanément sur votre appareil et où tous les ordinateurs fonctionneraient beaucoup plus rapidement qu'ils ne le font aujourd'hui. De plus, toutes les communications seraient ultra sécurisées. Après la découverte de ces scientifiques chinois, les choses ont progressé à une vitesse folle dans le monde de la mécanique quantique. Cette année, les scientifiques ont réalisé un autre exploit. Ils ont réussi à téléporter des états quantiques avec une précision de près de 90%, et ce dans des conditions plutôt bruyantes. Vous vous souvenez que nous avons dit que le Tibet était l'endroit idéal pour notre expérience? C'est parce qu'il n'y a pas de plus grand ennemi pour la téléportation quantique que le bruit. L'enchevêtrement est une chose très délicate, plus fragile que les plantes d'intérieur. Littéralement, tout élément extérieur peut le perturber et même le détruire. Auparavant, les scientifiques faisaient de leur mieux pour téléporter des choses dans des conditions bruyantes. Ils concevaient des voies spéciales pour que la lumière puisse se déplacer et utilisèrent des instruments sophistiqués pour que les particules restent stables et ne se mélangent pas. Mais maintenant, ils ont fait un pas de plus. Ils ont créé une machine qui aide les particules à éviter le bruit. Même s'il y a encore des perturbations, des sortes de turbulences, cette machine magique a permis de conserver un lien fort entre les photons et ainsi la téléportation fonctionne bien. Du coup, ça marche à présent presque à chaque fois. Une autre expérience fascinante a été menée en Allemagne. Ils ont trouvé un moyen de transmettre des informations quantiques via notre Internet classique, celui-là même que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Connecter l'Internet quantique à l'Internet classique est difficile, car il fonctionne différemment. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos du bruit? Eh bien, ce serait comme essayer d'avoir une conversation très privée au milieu d'une fête bruyante sans que personne d'autre n'entende ce que l'on dit. Tout le bruit de l'Internet brise généralement instantanément les informations quantiques. C'est pour cela qu'il faut un lien quantique, une voix silencieuse et privée. Mais les scientifiques allemands voulaient savoir s'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, envoyer des informations quantiques et des données Internet régulières sur un même chemin. Alors, ils ont utilisé cette technique astucieuse. Ils ont donné aux données quantiques et aux données régulières un rythme distinct afin qu'elles ne se heurtent pas en cours de route. Et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à envoyer des états quantiques à travers notre fibre optique classique. Rien ne s'est mélangé et tout est resté très sécurisé. Maintenant, il nous reste seulement à trouver un moyen de faire fonctionner cela sur de très grandes distances. Et le monde de l'Internet sera plus rapide et plus sûr. Imaginez un instant. Nul besoin de payer des billets, ni de patienter dans les files d'attente d'un aéroport, ni de vous enfermer plusieurs heures dans un avion. Imaginez qu'un long trajet depuis votre foyer jusqu'à un pays lointain ne dure que quelques secondes. Et oui, il s'agit bien de téléportation. Certes, il faudra encore longtemps avant d'apercevoir un téléporteur dans un magasin, aux côtés d'un téléviseur ou d'un four à micro-ondes, mais certaines avancées laissent entrevoir une concrétisation future. À Potsdam, des chercheurs ont conçu un dispositif capable de scanner un objet et de le transférer ailleurs. Ce n'est toutefois pas une téléportation authentique. Cette approche repose sur une numérisation destructive associée à une impression 3D. Comment cela fonctionne-t-il? Le processus débute lorsqu'un objet est placé dans l'unité d'envoi. L'article y est délicatement usiné, couche après couche, produisant à chaque niveau un relevé extrêmement précis. Ces données sont ensuite transmises par un canal chiffré et sécurisé à une imprimante 3D située à la destination choisie. Celle-ci reconstitue fidèlement l'objet, strate après strate, réalisant une forme dérivée de téléportation. Ainsi, les chercheurs disposent d'un appareil autonome et compact, capable de déplacer des objets inanimés sur une certaine distance. Vous placez l'article dans le module d'envoi, vous saisissez l'adresse, puis vous lancez l'opération. Et c'est tout. Le système, baptisé Scotty, en référence à l'ingénieur de Star Trek, pourrait s'avérer utile aux entreprises distribuant des produits via des imprimantes 3D domestiques. En effet, Scotty instaurerait une forme de gestion numérique des droits, garantissant qu'un achat corresponde toujours à une copie unique. Quant à ceux qui rêvent de se téléporter directement jusqu'à une plage ensoleillée, il faudra patienter encore bien plus d'1 ou 2 décennies. Mais si la téléportation des êtres humains reposait sur la technologie Scotty, l'appareil devrait reproduire intégralement le corps humain. Non seulement l'ossature, les tissus musculaires, la peau et la chevelure, mais également le cerveau.
Les milliards de neurones de ce système d'une complexité inégalée devraient être répliqués avec une exactitude absolue. La machine vous désassemblerait en molécules puis en atomes, avant de vous scanner et de vous reconstruire ailleurs. Même ainsi, auriez-vous la certitude que ce serait bien vous, et non un double parfait? Consentiriez-vous à une telle expérience? Pour ma part, certainement pas. Examinons donc une technologie plus simple, mais tout aussi remarquable. Un procédé destiné à protéger les habitations contre les séismes en les soulevant légèrement du sol. Le Japon demeure à l'avant-garde de la sécurité sismique grâce à un système novateur, permettant aux maisons de flotter juste au-dessus de leur assise, prêtes à affronter les secousses. L'édifice repose sur un large coussin d'air stabilisant la structure durant le tremblement. Cette solution, basée sur de l'air comprimé, offre une réponse élégante et high-tech. Chaque demeure possède une fondation dédiée, un capteur intelligent et un compresseur. Le capteur agit comme un gardien vigilant, observant en continu la moindre activité sismique. Dès qu'il perçoit une vibration, il transmet un signal au compresseur extérieur. En quelques secondes, la maison s'élève de 2 ou 3 cm, demeurant en suspension tandis que le sol gronde. Lorsque les secousses cessent, l'air est relâché et l'habitation redescend doucement. C'est une chorégraphie de sécurité et d'innovation, assurant une véritable sérénité même face aux séismes les plus puissants. Les airbags automobiles sont bien connus de tous. Mais qu'en est-il des motos ou des vélos? Certes, le port du casque demeure rassurant. Toutefois, une entreprise suédoise a mis au point un airbag spécialement destiné aux cyclistes. Les essais ont même révélé des performances supérieures à celles des casques traditionnels. Lors d'un impact, l'airbag se déploie instantanément et devient une sorte de super-héros éphémère, prêt à vous protéger mais voué à un usage unique. Grâce à des capteurs élaborés et à un algorithme précis, il surveille vos mouvements et se déclenche en un dixième de seconde afin d'amortir la chute imprévue. Les essais ont révélé que ce dispositif de sécurité ingénieux obtenait une remarquable évaluation de 4 étoiles et demie, surpassant nombre de casques qui peinent à atteindre les 4 étoiles. Il a en outre été conçu pour résister aux impacts latéraux ainsi qu'aux contraintes de torsion. Toutefois, malgré ses qualités, cette technologie conserve une marge d'amélioration. Et l'entreprise à l'origine de cette invention prometteuse a hélas fini par faire faillite. Les informations rapportant qu'elle n'avait pas réussi l'ensemble de ses tests de collision. Aussi brillante soit-elle, l'idée de l'airbag cycliste nécessite visiblement encore quelques perfectionnements. Voici une technologie qui pourrait bien vous donner l'envie de filmer des oiseaux. Ce dispositif vous offre, depuis votre téléphone, une vue privilégiée sur l'activité de vos visiteurs ailés. Grâce à un système de reconnaissance des espèces fondé sur une intelligence artificielle performante, la mangeoire enregistre automatiquement des vidéos haute définition. Elle est équipée d'une caméra 1080p, dotée d'une vision nocturne, de sorte qu'à l'aube comme au crépuscule, rien ne vous échappe. Pas même un coup de bec. Quelles que soient les conditions météorologiques, l'appareil se montre robuste, résistant à l'eau comme à la poussière. 2 panneaux solaires installés sur son toit lui permettent d'emmagasiner l'énergie tout au long de la journée, vous évitant ainsi de vous soucier des piles. Avez-vous entendu parler de la technologie Google Jacquard? Bien que le projet ait récemment été abandonné, il n'en demeurait pas moins une innovation remarquable. Jacquard intégrait des capteurs tactiles et un retour haptique directement dans les vêtements, permettant de contrôler son téléphone sans le toucher. Serions-nous devenus si paresseux? Imaginez un double effleurement pour lancer ou interrompre votre musique, un léger frottement sur le textile pour changer de piste, et le simple fait de recouvrir le capteur pour réduire instantanément ces notifications importunes. Génial, non? L'ensemble fonctionnait comme un véritable assistant personnel dissimulé dans votre garde-robe, même s'il valait mieux qu'il reste à distance de votre pantalon. Imaginez un train filant sur un coussin d'air, ou une capsule élancée progressant à près de 1200 km à l'heure dans un tube sous vide. Il ne s'agit nullement de science-fiction, nous parlons de l'hyperloop. À l'intérieur, l'impression est celle d'un véritable vaisseau spatial. Vous vous installez dans un siège confortable, attachez votre ceinture et vous préparez à une traversée extraordinaire. À une vitesse proche de celle du son, vous ne percevrez presque rien. Vu de l'extérieur, le train vous dépasserait plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux, tant son design est optimisé. Son fonctionnement évoque celui du hockey sur coussin d'air, où le palais glisse grâce à une fine pellicule d'air qui le maintient au-dessus de la surface,
annulant presque toute friction. L'Hyperloop adopte le même principe, non pas grâce à l'air du tunnel, mais à celui expulsé par la capsule elle-même, créant un interstice entre celle-ci et la paroi. Un moteur électrique propulse ensuite l'ensemble à grande vitesse. Quant à la résistance de l'air, elle deviendrait considérable à de telles vitesses. Pour la réduire, le système circule dans un tube où la densité atmosphérique est diminuée. Des pompes spécialisées aspirent ainsi une partie de l'air tout le long du trajet, sans toutefois produire un vide parfait, bien trop gourmand en énergie. Un dispositif ingénieux se trouve également à l'avant de la capsule. Un ventilateur chargé de diriger l'air entrant vers sa partie inférieure, à la manière du courrier pneumatique, où les colis progressent sous la pression de l'air. Des panneaux solaires installés sur le toit du tube contribuent à alimenter l'ensemble du système. Imaginé par Elon Musk, le concept doit encore surmonter plusieurs obstacles. Maintenir ce coussin d'air avec précision sur de très longues distances est essentiel. Fissures, irrégularités ou même un léger séisme pourraient compromettre le fonctionnement. La technologie n'est pas encore prête pour le grand public. Mais si les ingénieurs parviennent à la maîtriser, un trajet de Los Angeles à New York pourrait économiser près de 2 heures par rapport à un avion de ligne. Pour finir, les taxis aériens et les véhicules autonomes excellent dans le ciel ou sur les routes lisses. Mais qu'en est-il des terrains difficiles, montagnes, bourbiers ou marécages? C'est là qu'intervient cette extraordinaire innovation de Hyundai. Une voiture futuriste capable de relever tous les défis. Au lieu de roues, elle est dotée de véritables jambes articulées. Ce véhicule marcheur traverse sans effort des paysages abrupts. Qu'il s'agisse de collines escarpées, ou potentiellement des flancs d'un volcan, pourvu qu'il ne soit pas en éruption. Le futur est là. Il ne s'agit pas de combinaisons spatiales high-tech ou de vivre sous terre. Il s'agit de choses vraiment cool comme le fait de pouvoir se téléporter, de voyager dans l'espace, de comprendre les chiens, etc. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné que la réalité augmentée pouvait téléporter les gens à l'endroit de leur choix, que ce soit pour le travail ou pour une journée de détente à la plage. Avec le métaverse, entrer dans une pièce virtuelle est déjà possible. Le métaverse est un espace virtuel où les gens peuvent interagir et socialiser les uns avec les autres grâce à la technologie. Tu as l'impression d'être physiquement présent au même endroit que d'autres personnes, plutôt que de simplement taper sur ton clavier dans une conversation en ligne. Imagine que tu joues ou que tu travailles à distance, mais que tu aies en même temps une vue dégagée de ton bureau. Tu peux effectuer toutes tes tâches professionnelles, tout en économisant le temps et l'argent que tu dépenserais en déplacement. Le gros inconvénient du télétravail est le manque de socialisation. Avec le métaverse, tu n'auras plus l'impression d'être seul. Les écrans seront interactifs et la communication avec tes collègues, tes amis et ta famille sera plus facile. Même si la téléportation physique n'est pas encore possible, on peut déjà virtuellement aller où on veut. Les nanorobots portent ce nom parce qu'ils sont vraiment minuscules. Ces robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques à l'intérieur du corps humain pour des raisons médicales. Une fois à l'intérieur, ils commencent à agir par eux-mêmes sans avoir besoin d'être contrôlés. Et ils peuvent se multiplier comme nos cellules. On a souvent entendu le mot nanorobot dans les films de science-fiction. Mais ils ne sont pas si éloignés de la réalité. Ils opèrent comme des mini-médecins à l'intérieur de ton corps. Et ils sont suffisamment précis pour diagnostiquer un problème et prescrire un traitement. Tout le monde sera en meilleure santé grâce à ces petites créatures high-tech. Chaque année, la population de la Terre augmente. Cela implique de plus grands besoins en production alimentaire. Comme il ne reste que peu d'espace dans les zones urbaines, les fermes devront bientôt être situées dans des endroits moins conventionnels, comme sur le toit des gratte-ciel ou dans les airs, c'est-à-dire sur des structures et plateformes qui peuvent supporter la végétation. Un éminent architecte, Javier Ponce, a conçu un bâtiment à 3 niveaux alimenté par des panneaux solaires au sommet. Au niveau intermédiaire, on fera pousser divers légumes et fruits qui obtiendront des nutriments à partir d'un liquide au lieu de la terre elle-même. Les déchets organiques tomberont au niveau inférieur pour nourrir des poissons, qui pourront aussi être élevés pour l'alimentation. Chaque structure sera assez grande pour subvenir aux besoins d'une ville entière si nécessaire.
Les gratte-ciel peuvent aussi accueillir quelques mini-fermes sur leur toit pour subvenir aux besoins d'un quartier. Toute cette verdure supplémentaire dans les villes réduira la pollution et fera baisser la température dans les régions trop chaudes. Parlons maintenant de nos adorables chiens. Quel bonheur de rentrer à la maison et de voir nos compagnons s'approcher de nous en courant et en sautant partout. Ils sont soit en train de dire « Nourris-moi, je suis affamé » ou « S'il te plaît, ne me quitte plus jamais ». Mais que se passerait-il si l'on pouvait comprendre exactement ce qu'ils veulent dire? On a développé une technologie pour comprendre nos chiens plus clairement à l'aide d'un collier d'humeur. Tu mets l'appareil sur ton animal et un écran numérique indique son humeur par des couleurs. On sait déjà que les chiens nous parlent ou communiquent avec les autres chiens en utilisant leur langage corporel. Une queue qui remue est un signe d'excitation ou de bonheur. Un grognement et des dents exposées indiquent de l'agressivité. Et bien sûr, il y a les aboiements. Certains peuvent être des avertissements, tandis que d'autres sont des salutations amicales. L'intelligence artificielle nous aidera à comprendre ce que nos chiens nous disent en enregistrant leurs aboiements sur nos téléphones. Il est important que l'application voit aussi le langage corporel du chien, notamment ses oreilles, sa queue, ses yeux, sa bouche, etc. L'appli enverra ensuite ces informations sur le cloud. L'IA décodera ces données en étudiant des milliers d'heures de séquences d'animaux et en repérant les expressions et les sons. Cela permettra aux vétérinaires de mieux comprendre leurs petits canins et de prévenir tout dommage qui pourrait découler de l'intervention. Cela aidera aussi à former les chiens pour qu'ils ne soient pas trop agressifs envers les livreurs ou les piétons et autres cyclistes qui passent. L'avenir des déplacements quotidiens se trouve dans les airs. Tu n'auras bientôt plus à attendre au feu rouge, à compter les secondes jusqu'à ce qu'il passe au vert pour arriver à l'heure au travail. Il est en effet grand temps de parler des taxis volants comme moyen de transport. Les taxis aériens sont en train de devenir une réalité. Amazon expérimente les livraisons aériennes et elles s'avèrent être un succès. Ces machines volantes sont dotées de capteurs qui peuvent remarquer certains obstacles comme les oiseaux, les fils électriques et les gros objets. Et c'est désormais aux législateurs d'adopter cette nouvelle forme de transport. Même si les livraisons aériennes sont désormais possibles, les autorités doivent encore trouver comment les organiser, créer des règles et mettre en place des mesures de sécurité. Quant aux taxis aériens exploités par des humains, il faudra déterminer qui sera habilité à les conduire. Ou quels types de modèles peuvent être produits. Mais de notre vivant, nous pourrions bien voir le ciel rempli de taxis aériens. La restauration rapide est sur le point de se transformer. Il existe déjà des caisses numériques où tu peux commander de la nourriture à l'aide d'un écran tactile et payer sur place sans interagir avec un humain. Le Japon a des distributeurs automatiques de pizzas fraîchement cuites. Certaines entreprises créent des robots qui peuvent préparer un menu de hamburgers et de frites. Ils sont rapides et précis, n'ajoutent pas trop de fromage et n'oublient pas les oignons. Tout ce dont ces robots ont besoin, c'est de quelqu'un pour les entretenir. Imagine que tu ailles dans un fast-food et que tu ne vois pas un seul humain devant toi. Tu passes ta commande auprès d'un caissier numérique après l'avoir personnalisé. Tu payes et tu regardes les robots à l'œuvre. Tu verras probablement des bras mécaniques soulever la friture et préparer un hamburger devant toi. Ne t'attends pas à voir un chef humanoïde préparer ton repas. Les robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques. C'est pourquoi les bras mécaniques sont plus que suffisants. Et si l'avenir est aux robots de livraison volants, il n'y aura pas de problème d'embouteillage pour t'apporter ton repas. Réserver un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde est facile, mais que se passerait-il si tu pouvais aller dans l'espace pour le plaisir? De nombreuses grandes entreprises de voyage spatial telles que SpaceX et Virgin Galactic cherchent des moyens de transformer l'espace en nouvelle destination touristique. On pourrait aller aussi loin que la Station spatiale internationale, ou bien se contenter de la frontière entre l'atmosphère et ce qui est considéré comme l'espace. L'idée d'un ascenseur spatial a aussi émergé, qui pourrait envoyer des gens à la Station spatiale internationale. Il s'agirait d'une grande structure basée sur la Terre et atteignant l'espace, avec un ascenseur qui ferait monter et descendre les passagers. Cela rendrait les voyages dans l'espace très accessibles et beaucoup moins cher que de lancer une fusée. Il y a peut-être un avenir où Internet sera disponible partout dans le monde, peu importe où tu te trouves. Aujourd'hui, seule la moitié de la population mondiale a accès à Internet. Des entreprises comme Google considèrent Internet comme un droit fondamental et essayent d'utiliser des ballons à hélium pour le téléporter dans les endroits reculés. D'autres entreprises envisagent une approche différente, comme envoyer des microsatellites dans l'espace, chacun de la taille d'un chat. Cela changera la donne pour que tout le monde ait accès à Internet, ce qui garantira des connaissances gratuites pour tous.
Imagine que nos bonnes vieilles briques puissent stocker de l'énergie pour alimenter ta maison. Ce projet n'en est encore qu'à ses débuts. Mais des scientifiques américains sont en train de développer des briques intelligentes, qui pourraient bien être l'avenir de la construction. Chaque mur pourrait stocker suffisamment d'énergie pour plusieurs heures. Un revêtement spécial, connu sous le nom de PEDOT, permettra d'exploiter les électrodes, transformant finalement les briques en de puissantes batteries. Le pigment rouge des briques est composé d'oxyde de fer, qui les aide aussi à stocker de l'énergie. Cela rendra ta maison intelligente encore plus intelligente. Bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, si ce n'est que tu es sûrement quelqu'un de très sympa, mais si j'avais l'occasion de donner vie à un élément de science-fiction, ce serait sans aucun doute une machine de téléportation. J'en ai tellement marre des embouteillages et de consacrer des heures pour voyager à l'étranger. Et l'idée d'être téléporté dans n'importe quel coin de la planète en quelques secondes me semble bien trop séduisante. Alors oui, c'est un choix évident. Imaginons que nous vivions déjà dans ce monde de science-fiction et que la machine de téléportation existe. Si tu as besoin d'un nom technique sophistiqué pour ce que nous nous apprêtons à faire maintenant, cela s'appelle un exercice de pensée. Les exercices de pensée sont monnaie courante en philosophie, et ils explorent des scénarios aussi créatifs qu'improbables. Le but n'est pas de déceler la vérité de ces scénarios, mais d'explorer ce que nous croyons à leur sujet. Nous allons donc nous livrer à notre propre expérience de pensée et imaginer un monde où la téléportation serait quelque chose de répandu. Que se passe-t-il alors et quelles sont les possibilités offertes par ce monde? Promenons-nous dans Londres, la capitale du Royaume-Uni. Oui, c'est toujours la capitale du Royaume-Uni, même dans cette réalité-là. Tu vois cette cabine téléphonique rouge? Entrons. Non, je ne veux pas que tu appelles ta mamie pour lui demander les nouvelles de sa semaine, même si tu devrais probablement le faire un de ces quatre. Dans ce monde, cette cabine téléphonique est une machine de téléportation. Parce que, vraiment, qui en a encore besoin pour téléphoner? Elles servent à quelque chose de bien plus utile à présent. Il ne te reste plus qu'à choisir ta destination. Utilise les chiffres pour taper le code postal de l'endroit où tu veux aller. Sur l'écran, tu vois maintenant quelques options. Ce sont les coordonnées exactes des téléports dans ta zone de destination. Bien sûr, tu ne peux pas te téléporter à n'importe quel endroit au hasard. Ce ne serait pas sûr du tout, puisque tu pourrais tomber sur quelqu'un qui s'y trouverait déjà. Il existe donc des endroits désignés. Où veux-tu aller? À New York. Trispien, tapan 0020. I present tu dois choisir un point d'arrivée. Cet endroit par exemple. C'était autrefois un kiosque à journaux. Oui, ces kiosques ont aussi été réassignés puisque plus personne ne lit de journaux. Mettons que tu sois Alex. Puis-je t'appeler Alex? Ok, super. Très bien, Alex. Tu confirmes ton choix et tu appuies sur le gros bouton. Soudain, tu sens une brise, puis tu as l'impression de te dissoudre en petits morceaux. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu es en train d'être scanné, et ton corps, ta conscience, tes sentiments et tes émotions, tes expériences, tes compétences, tout cela se transforme simplement en atomes. Ça ne fait pas mal en principe. Puis, une brusque poussée. Juste une demi-seconde, comme lors d'une chute libre. Puis à nouveau cette brise. Tu sens que tu retrouves tes morceaux. Au début, tu sens à peine ton corps, mais à peine une seconde plus tard, tu commences à ressentir tes bras, tes jambes, les battements de ton corps tout entier. Tu es à nouveau reconstitué. Tu es toi. Mais es-tu vraiment toi, Alex? En es-tu bien sûr? Es-tu sûr que chaque morceau de toi a été livré à bonne destination? Es-tu sûr que ta conscience a voyagé en toute sécurité avec ton corps? Es-tu certain qu'il s'agisse bien de toi, Alex, et non d'une réplique conforme? Imagine qu'un savant fou ait créé ton double. Ce double serait-il toi? Non, bien sûr. Mais si tu posais cette question à ton double, il te répondrait sans hésiter la même chose. Alors pourquoi es-tu si sûr que le toi qui se tient en ce moment au milieu de Manhattan est le toi original, et non ce double qui est persuadé d'être toi? Bonne question. Et nous ne connaîtrons jamais la réponse, mon pauvre Alex. C'est la question que s'est posée un philosophe du nom de Derek Parfit. La machine de téléportation est-elle vraiment une forme de transport? Ou bien se débarrasse-t-elle du toi original pour reproduire une copie dans un endroit différent? Il y a de fortes chances que ce soit la seconde hypothèse. Imaginons que toi, Alex, tu interfères avec ton toi futur et le traites mal. C'est considéré comme immoral. Parfit affirme que tout type de préjudice qu'une personne cause à une autre est moralement répréhensible. Même si tu te fais du mal à toi-même, ton toi futur est une personne différente. Par conséquent, un mauvais régime alimentaire ou le fait de ne pas aller à la salle de sport sont moralement répréhensibles, tout comme n'importe quelle autre mise en danger ou comportement à risque.
Selon lui, la société doit protéger les individus. C'est pourquoi, dans la philosophie de Parfit, la téléportation était néfaste. Ainsi, dans un monde où une telle machine existe, les partisans du philosophe seront ceux qui protesteront contre l'utilisation des machines de téléportation. Tout comme les écologistes d'aujourd'hui, qui s'opposent aux avions parce qu'ils nuisent à l'environnement. Les nouveaux activistes s'opposeront à cette machine à tuer les gens. Tu perçois le dilemme ? Es-tu prêt à te débarrasser de toi-même et à téléporter ta copie conforme à New York juste parce qu'un vol de 8 heures est un petit peu barbant ? D'accord. Je comprends que ton corps puisse être décomposé en millions de particules, puisse transporter rapidement dans un autre endroit et être recomposé ensuite. Mais j'ai bien du mal à imaginer comment cette astuce pourrait fonctionner avec ta conscience. Elle n'est pas matérielle. Tu ne peux pas la device en quoi que ce soit. D'ailleurs, comment se déplacerait-elle ? D'un autre côté, toi-même, tu t'endors tous les soirs et tu te réveilles le lendemain matin. Nous ne pouvons pas être sûrs que la version d'hier de nous-mêmes ne disparaisse pas au profit de celle d'aujourd'hui. Et qu'il n'y aura pas une nouvelle version de nous demain. Peut-être nous régénérons-nous chaque nuit. Si tel-est le cas, alors la téléportation ne sera pas pire que de s'endormir tous les soirs. Comme nous l'avons toujours fait depuis que nous sommes apparus sur Terre. Ou alors, il se crée une nouvelle réplique de nous, à chaque fois que nous entrons dans une pièce différente. Il est possible que nous nous régénérions en permanence, sans même nous en rendre compte. Et voici un dernier paradoxe pour toi. Il y a 2000 ans, Thésée aurait fondé Athènes. Il avait un bateau, et au fil des ans, ce bateau a commencé à se dégrader. Les gens ont donc commencé à le rénover planche après planche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul morceau du bateau qui se trouvait là à l'origine. Le navire de Thésée est donc pratiquement fait de matériaux neufs. Alors, est-ce toujours le bateau de Thésée ou est-ce autre chose à présent ? Si ce n'est plus le bateau original, à quel moment cesse-t-il d'être le bateau de Thésée pour devenir autre chose ? Certains pourraient penser que cela se produit lorsque la première planche est remplacée. D'autres diront que c'est avant le remplacement de la dernière planche. D'autres encore diront que cela se produit quelque part entre les deux. Eh bien, la même chose nous arrive à nous, les humains. Nous nous régénérons en permanence. Certains organes vivent de quelques secondes à quelques minutes, d'autres des années. Mais le processus de régénération est permanent, et nous ne sommes pas exactement la même personne tout au long de notre vie. En quoi est-ce différent de la téléportation ? Bien sûr, lorsque toi, Alex, entreras dans cette machine, tu seras sur le point de disparaître. Mais ce ne sera pas différent de la façon dont tu as disparu depuis que tu as commencé à regarder cette vidéo. Pendant que tu la regardais, la version précédente de toi a disparu. Et si tu dois te téléporter à New York, ce ne sera pas différent. Quoi qu'il en soit, la possibilité de détruire son moi d'origine n'est pas le seul problème. En fait, Derek Parfit décrivait ses idées sur la téléportation en prenant l'exemple d'un déplacement de la Terre vers Mars, et il est allé encore plus loin. Imaginons que les gens se soient inquiétés, et aient réussi à améliorer cette machine de téléportation. Maintenant, elle ne détruit plus la version originale de toi-même, mais crée simplement ta réplique à l'endroit de destination. Et cette réplique se souviendra de la téléportation depuis la Terre. Bien, vous êtes maintenant 2 dans l'univers. Admettons que vous vous rencontriez. Tu pourras alors parler à ta copie parfaite. Mais puisque tu peux lui parler, cela signifie qu'elle n'est pas toi. Si tu te pinces, elle ne sentira rien. Si tu tombes malade, elle ne sentira rien et restera en bonne santé. Donc, elle est toi, mais elle est aussi une personne différente. Et par conséquent, elle n'est pas vraiment toi. Bon, il va falloir que j'aille me détordre le cerveau de tout ça. Allez, à la prochaine. C'était il y a 200 ans, en 1821. Quelqu'un frappe à ta fenêtre du 2e étage. C'est le matin. Tu regardes dehors, il y a un type avec une longue perche qui se promène dans la rue en tapant aux fenêtres de tout le monde. C'est bizarre. Pas vraiment, c'est un knocker-upper. C'est vrai. Bien avant que les réveils ne deviennent la norme dans chaque chambre, ces individus se promenaient dans les rues, réveillant les gens pour qu'ils ne soient pas en retard au travail. Tu te lèves et tu vas aux toilettes. Il y a juste un pot de chambre. Génial. Eh bien, à chacun son époque. Faisons un bond en avant de 200 ans jusqu'en 2021. Ta chanson préférée te réveille, ni trop forte, ni trop douce. Tu ouvres les yeux, attrapes ton téléphone, éteins l'alarme et fais défiler des pages et des pages. Il est temps de sortir du lit et d'aller travailler. Tu prends une douche, te brosses les dents, fais du café et fais bouillir des œufs pour le petit déjeuner. 10 minutes plus tard, tu enfiles ta tenue de travail et tu sors.
Voiture, autoroute, embouteillage. À l'époque, il y avait une bassine en fer qui contenait de l'eau froide à côté du miroir. Tu es allé la remplir toi-même la veille au puits. Donc tu te laves le visage et te brosses les dents avec une brosse à dents faite de bois et de poils durs d'animaux. Ton dentifrice est constitué d'une poudre faite de briques pilées, de charbon de bois et de sel. Les gens de cette époque avaient-ils une très mauvaise hygiène dentaire ? En fait, pas autant qu'on pourrait le croire. Ils mangeaient des aliments non transformés comme le blé, le riz, les légumes et les fruits frais. Ce type d'alimentation naturelle et saine est assez facile pour les dents, sans conservateurs, sans produits chimiques supplémentaires. Les gens mangeaient surtout des aliments contenant des vitamines qui rendaient leurs dents plus fortes et plus résistantes aux caries. Les gens riches, par contre, n'étaient pas si chanceux. À l'époque, le sucre était un produit d'élite et les riches n'en avaient jamais assez. Les confiseurs inventaient constamment de nouvelles friandises et sucreries pour eux. Et bien sûr, tout ce sucre détruisait leurs dents. Et ce n'était pas comme s'ils pouvaient simplement se rendre chez le dentiste du coin. Le dentiste du quartier pouvait être le barbier local, ou même le forgeron. La principale méthode de traitement dentaire était simple, extraire, extraire, extraire. Et tu commences à parler comme ça. Heureusement que tes dents vont bien, étant donné que tu ne manges presque pas de sucre. Tu ne vas pas prendre de douche, car tu t'es déjà lavé il y a 7 jours. De toute façon, aller chercher de l'eau au puits semble être un gros effort. Tu allumes un feu et tu poses ta plaque d'argile directement sur les braises pour te faire cuire une sorte de tortilla de maïs. Puis tu l'avales avec un verre de lait chaud, bien sûr. Tu n'as pas de frigo, personne n'en a d'ailleurs. Une grenouille nage dans ton tonneau de lait. Tu as eu cette astuce par un voyageur bizarre que tu as rencontré l'autre jour. La peau de la grenouille sécrète une substance spéciale qui empêche les microbes d'entrer en contact avec elle, ce qui évite que le lait ne tourne. Tu n'as que 2 tenues. Alors tu t'en sors plutôt bien dans la vie. L'une d'elles est chez le tailleur en ce moment. Ton costume préféré, celui que tu as lavé à la lessive dans la rivière hier, est sec et prêt. Tu l'enfiles. Oh là là, un autre trou dans ta chemise. Ces mythes mangeraient vraiment n'importe quoi. Tu sors, les routes sont sales et l'odeur est intense. Les gens déversent des pots de liquide dans la rue. Dans quelques décennies, chaque maison sera reliée à un système d'approvisionnement en eau. Ouf! Le progrès. Tu attrapes une calèche, tu donnes quelques pièces au cocher et tu montes dedans. Aujourd'hui, tu avances comme une tortue sur l'autoroute. C'est horrible. Il y a des centaines d'autres voitures et la chaleur est terrible. Tu allumes la radio satellite, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se passe. Génial! Le dernier rover de la NASA vient de prendre de nouvelles photos de Mars. À l'époque, tu roulais comme tout le monde quand soudain tu as entendu les cris d'un vendeur de journaux. Tu demandes au cocher de s'arrêter et d'appeler pour un journal. La première page dit que Michael Faraday vient de créer une sorte de prototype de moteur électrique. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie, alors tu passes à la page suivante. L'embouteillage est enfin terminé. La douce voix de ton application de conduite te dit que tu arriveras à destination dans quelques minutes. Le conducteur ne se souvient pas exactement comment se rendre là où il faut. Alors il s'arrête souvent pour demander son chemin aux passants. Tu arrives au bureau, tu t'assois à la table, tu ouvres ton ordinateur portable et tu envoies quelques courriels rapides. Tu es enfin arrivé à ton travail, la plus grande usine de tissage de la ville. Tu passes devant des rangées de machines où les ouvriers cousent des vêtements. Tu entres dans ton bureau et tu fermes la porte derrière toi. Le premier stylo à billes ne verra pas le jour avant quelques décennies. Alors tu prends ton fidèle stylo à plume. Tu lis quelques lettres et tu notes des informations dans ton journal. Pause déjeuner. Tes collègues et toi commandez à l'avance un déjeuner spécial bureau et vous l'avalez dans la salle de repos. Votre pause déjeuner commence assez tôt car il vous faut au moins une demi-heure pour vous rendre au restaurant le plus proche. Vous commandez un ragoût de légumes et attendez encore 40 minutes qu'il soit cuit. Après le déjeuner, vous retournez à l'usine. Au moment où tu ranges tes affaires, tu reçois le meilleur texto de la journée. Ton ami organise une fête ce soir. Tu réponds à l'invitation avec un tas d'émojis. Tu sors en courant du bâtiment et tu rentres chez toi pour te doucher et te changer. Ta main devient raide à force d'écrire. Tu as rempli une quarantaine de feuilles de rapport comptable. Un jeune homme s'approche et te tend une enveloppe. C'est pour vous, monsieur, de la part de monsieur Harper. L'homme s'en va et tu ouvres la lettre. Envoyée par coursier, quelle fantaisie! C'est de la part de votre plus vieil ami. Il organise une fête chez lui
Tout le monde va s'asseoir et écouter sa nièce jouer de la musique. Une soirée amusante, de la musique, la compagnie de personnes intelligentes, sympa. Tu rentres à la maison, tu te douches et tu mets ta tenue la plus élégante sans être trop sophistiqué. Tu es prêt, tu sors ton téléphone et tu commandes une voiture. 15 minutes plus tard, tu t'arrêtes devant une petite maison. Tu entends de la musique, des gens qui discutent. Cette fête a du potentiel. Tu quittes l'usine, tu montes dans une autre voiture et tu te rends chez ton ami. Avant cela, tu passes chez le tailleur, tu récupères ton autre costume et tu lui demandes de réparer le trou dans ta chemise. Le carrosse s'arrête devant un domaine grandiose. Il y a déjà plusieurs autres carrosses alignés devant l'énorme portail en fer. Des dames dans de magnifiques robes et des messieurs en queue de pie et chapeau haute forme en descendent. Tout le monde emprunte le chemin boueux qui mène à l'entrée principale. Cette fête est incroyable. La piste de danse est déchaînée et on ne voit que des bras qui s'agitent dans les airs. Tu reconnais la DJ que tu as vue sur ton fil Instagram. Elle vient encore de sortir un nouvel album. Tu commences à t'y mettre, à danser, à bouger, à sauter les bras en l'air. Il commence à faire un peu chaud ici. Tu te diriges vers la cuisine pour trouver quelque chose de frais à boire. Ça doit être l'une des meilleures fêtes de ta vie. Une ravissante dame commence par une mélodie saisissante sur le pianoforte. C'est la sonate numéro 31 de Beethoven, son dernier grand succès. Tu t'assieds sur un luxueux canapé avec les autres invités et tu profites de la musique. Les gens applaudissent et se réjouissent pendant le morceau et se déchaînent. C'est vrai, que faire d'autre quand tu écoutes du Beethoven? Yeah! Tu te mets en mode headbanging et tu sautes au rythme de la musique avec tout le monde. La basse fait vibrer le sol, les murs, Dès que le concert est terminé, l'hôte invite tout le monde dans une autre pièce pour un énorme buffet. Homards, fruits, légumes cuits au four, pain frais et chaud, brioches, caviar rouge et noir. Tu essaies de rester cool, mais tu t'empiffres jusqu'à ce que tu sentes que tu vas exploser. On frappe à la porte et une énorme livraison de pizza, de frites et de soda arrive. Génial! La soirée est presque terminée. Tu bavardes un peu, tu danses une valse, tu bois du thé et tu avales un peu plus de ce dessert aux fruits. Puis, il est temps de partir. Tu marches dans les rues boueuses jusqu'à ce qu'un carrosse te laisse monter. Avant de te coucher, tu enfiles tes vêtements de nuit, tu te laves le visage et tu allumes un feu pour te réchauffer. Tu fermes les yeux, tu te trouves dans un étrange cauchemar. Une sorte de pièce sombre entourée de personnes étranges. Il y a une sorte de bruit bizarre qui vient de partout. On dirait un tremblement de terre rythmique. Tu danses, mais c'est plus comme un tremblement que n'importe quelle danse que tu as déjà vue. Tu te réveilles avec des sueurs froides au milieu de la nuit. La fête est finie et tu t'es effondré sur le canapé de ton ami. Tu rêves que tu assistes à une belle fête à l'ancienne. Attends, ce n'est pas Beethoven ? Scott Kelly est bien des choses. Ingénieur américain, astronaute retraité et voyageur temporel. Attendez, quoi? Kelly a commandé la Station spatiale internationale lors de plusieurs missions. Lors de l'une d'elles, il y a passé 340 jours à bord de ce colossal laboratoire scientifique flottant autour de la Terre. Pendant ce séjour, optimisant le système de recyclage de l'eau, testant le transfert de chaleur en microgravité et accomplissant toutes les autres prouesses techniques des astronautes, il vieillissait aussi. Mais pas comme vous, moi, ni même son frère jumeau identique, Mark. Il vieillissait en réalité plus lentement que nous tous. Ainsi, bien que les deux frères soient astronautes et aient voyagé vers la Station spatiale internationale, Scott y a passé beaucoup plus de temps, environ 10 fois plus en réalité. Et voici la partie la plus fascinante. Même si Mark est né 6 minutes avant Scott, il est désormais plus âgé de 6 minutes et 5 millisecondes. Cela résulte du fait que Scott a vieilli légèrement plus lentement durant son orbite terrestre. Les astronautes vieillissent ainsi plus lentement, car ils se déplacent bien plus rapidement que nous, à près de 28 000 km/h. Fondamentalement, plus l'on se déplace vite, plus le temps se dilate. Plus on approche de la vitesse de la lumière, plus le vieillissement ralentit. Du point de vue de Scott Kelly, rien ne paraissait anormal là-haut. Le temps s'écoulait normalement pour lui. Pourtant, il a effectivement moins vieilli que son frère jumeau sur la même durée terrestre. À son retour,
On peut donc dire qu'il avait en quelque sorte fait un bond dans le temps par rapport à nous. Ainsi, voyager à une vitesse proche de celle de la lumière permet de sauter dans le temps, ce qui signifie que les astronautes ont déjà, en quelque sorte, accompli un voyage temporel. Certes, cela peut décevoir, car ce n'est pas comme dans Retour vers le futur. Pas de voiture futuriste filant dans une autre chronologie. Mais c'est bien réel, du moins selon certains scientifiques. Le véritable voyage dans le temps ne consiste pas à passer d'un instant à un autre, comme retourner à l'époque des dinosaures, puis appuyer sur un bouton pour se projeter jusqu'en l'an 2100. Le voyage temporel envisageable aujourd'hui se rapproche davantage de l'expérience de vivre réellement dans le futur. Il s'agit de se déplacer plus vite qu'une seconde par seconde, exactement comme l'a fait Scott Kelly. Pour expliquer la théorie qui sous-tend cette idée audacieuse, il nous faut introduire une figure célèbre, Albert Einstein. Songez à votre enfance et à votre retraite. Qu'il s'agisse de votre passé ou de votre avenir, le temps semble toujours s'écouler à un rythme constant. Mais Einstein intervient en précisant, certes, mais ce n'est pas si simple. Il a ainsi introduit la notion de relativité du temps. Autrement dit, la durée que vous percevez par rapport à quelqu'un d'autre dépend de vos activités respectives et de votre position exacte dans l'univers. Le temps n'est pas identique pour tous. Prenons un exemple. Vous êtes assis sur un banc, tenant un cornet de glace qui fond. Pendant ce temps, votre ami traverse l'espace à bord d'un vaisseau ultra rapide. Pour vous, la glace peut fondre en 5 minutes. Pour votre ami, se déplaçant à une vitesse folle. Cette même scène dure moins longtemps sur sa montre. Voilà la dilatation temporelle. Le temps s'écoule effectivement plus lentement, pour ce qui se meut plus rapidement. C'est là le cœur de la relativité restreinte. Nous avons en fait vérifié la théorie d'Einstein dans les années 70. 2 scientifiques ont embarqué des horloges atomiques d'une précision extrême et les ont fait voyager autour du globe à bord d'avions, d'abord vers l'est, puis vers l'ouest. Ils ont comparé ces horloges à une 3e restée au sol. À leur réunion, elles indiquaient des temps différents. L'horloge ayant volé vers l'est, dans le sens de la rotation terrestre, avait perdu 59 nanosecondes, se déplaçant plus rapidement par rapport au sol. Celle ayant volé vers l'ouest, à contresens de la rotation, se déplaçait plus lentement et avait gagné 237 nanosecondes. Maintenant, songez aux astronautes en orbite, se déplaçant bien plus vite que nous. Ils parcourent environ 8 km par seconde, orbitant la Terre toutes les 90 minutes. Si l'on fait le calcul, passer 1000 jours là-haut permet de sauter environ 0,027 secondes dans le futur. Je sais, ça ne semble pas beaucoup, mais cela tient à ce que la vitesse de la Station spatiale internationale reste infime comparée à celle de la lumière. Cependant, si l'on poursuit cette idée, le cosmonaute Oleg Kononenko devient, en quelque sorte, le plus grand voyageur temporel de l'humanité. En 2024, il a établi le record mondial du plus long séjour dans l'espace. 878 jours en orbite. Ainsi, nous savons désormais que Kelly et Kononenko vivent, d'une certaine manière, dans le futur. Mais qu'en est-il de voyager en arrière dans le temps? Je crains de devoir vous décevoir. Retourner à vos glorieuses années de lycée est beaucoup plus complexe. En théorie, cela pourrait être envisageable. En pratique, c'est pratiquement impossible. Imaginez l'espace et le temps comme un immense tissu élastique que la gravité déforme. Un peu comme lorsque vous placez une lourde boule de bowling sur un trampoline. En théorie, si l'on pouvait le plier avec précision, il serait possible de créer un raccourci à travers l'espace et le temps, appelé trou de verre, un tunnel reliant 2 points distincts. Mettons, par exemple, le présent et le passé. Or, la gravité attire normalement les objets vers l'intérieur. Elle tend à faire s'effondrer les tunnels plutôt qu'à les maintenir ouverts. Ainsi, les parois de ce tunnel subissent continuellement la pression de l'univers qui cherche à les écraser. Pour empêcher cela et garder le tunnel suffisamment ouvert pour qu'un objet ou une personne puisse le traverser et atteindre le passé, il faudrait une force agissant vers l'extérieur contre cet effondrement. C'est là que la notion de masse négative intervient. La masse négative est un concept théorique singulier en physique. Contrairement à la masse ordinaire qui attire les objets par gravité, la masse négative repousserait les objets.
elle pousserait au lieu de tirer. C'est comme utiliser l'antigravité pour empêcher le tunnel de se refermer. Elle jouerait un rôle similaire à celui de support, maintenant l'ouverture du tunnel de l'intérieur. Mais voici le problème. Nous n'avons jamais réellement observé de masse négative. Il s'agit d'une notion qui pourrait exister sur le papier, dans les mathématiques, mais personne n'en a jamais trouvé dans la réalité. De surcroît, il existe ce que l'on appelle le principe de cohérence de Novikov. Il stipule essentiellement que les voyageurs temporels ne peuvent engendrer de paradoxes, comme ceux complètement fous du film L'effet papillon. Supposons que vous retourniez dans le temps pour empêcher votre grand-père de rencontrer votre grand-mère. Le problème est alors évident. S'ils ne se sont jamais rencontrés, vos parents ne seraient jamais nés. Et s'ils ne sont pas nés, comment pourriez-vous exister? Voilà un paradoxe temporel, générateur de toutes sortes d'incohérences dans l'univers, provoquant un chaos total. Selon le principe de cohérence, cela est impossible. Ça ne peut tout simplement pas se produire. Certains spécialistes, néanmoins, pensent avoir trouvé une solution au paradoxe du grand-père. Il suffirait d'envisager le temps comme une boucle infinie, dépourvue de point de départ. Dans ce que l'on nomme une courbe temporelle fermée, le passé et le présent se confondent dans une boucle perpétuelle. Il n'existe aucune issue, aucun moyen de modifier les événements. Tout apparaîtrait identique, même si l'on jouait le film à l'envers. Par exemple, qu'avez-vous fait hier? Imaginons que vous vous soyez réveillé, brossé les dents, ayez travaillé toute la journée, pris vos repas, puis regagné votre lit. Selon la théorie de la courbe temporelle fermée, si vous pouviez retourner à hier, vous reproduiriez exactement les mêmes actions, dans le même ordre, peu importe vos efforts pour prendre un jour de congé. Car dans une telle courbe, vous ne retracez pas seulement vos pas, mais chaque seconde de la réalité elle-même. Et c'est la seule manière dont le voyage temporel pourrait être envisageable. Ainsi, même si nous parvenions à construire une machine à voyager dans le temps et que nous tentions de modifier le passé, la nature trouverait toujours un moyen d'empêcher toute contradiction. En fin de compte, tout devrait s'aligner parfaitement pour éviter que notre histoire ne sombre dans le chaos.